bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le Centre Prévention Suicide est un élément essentiel dans une communauté. Alors, pour nous en parler, je reçois de ce Centre de Prévention Suicide de l'Abitibi-Ouest, Mme Jocelyne Gagnon. Madame Gagnon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Gagnon, parce que le Centre de Prévention Suicide existe quand même depuis un certain bout de temps, mais à mon point de vue, à moi, et peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on n'en entend pas beaucoup parler. On commence un peu là, à en entendre plus parler. Est-ce que c'est vraiment un élément essentiel chez nous? Je vous dirais que le Centre de prévention suicide existe depuis 1986. Fait que quand même, ça fait déjà 24 ça fait ans. Beaucoup, oui, c'est ça. Ça fait beaucoup d'années. Oui. Je vous dirais qu'au début, quand on a commencé au niveau de prévention suicide, c'était d'assurer la ligne d'intervention téléphonique. Je vous dirais, depuis 3 ans maintenant, c'est complètement séparé. La ligne d'intervention téléphonique est un organisme complètement à part des centres de prévention suicide. OK. Fait que si advenant le cas où vraiment là, on commence à être dépressif, on commence, on a des espèces de petites intentions, ce n'est pas chez vous, ce n'est pas directement chez vous, c'est le Centre de prévention suicide, mais téléphonique. C'est ça. Ce n'est pas la même chose. C'est plus la ligne d'intervention téléphonique qui va assurer ces choses-là. Sauf que si jamais il y a des gens qui me contactent au bureau puis qui vivent des situations difficiles, c'est sûr que le travail va être quand même fait. Oui. Mais généralement, quand une personne vit des idées suicidaires puis qu'elle a besoin d'un suivi, dans notre secteur, c'est soit le centre de santé des services sociaux qui offre le service de suivi, ou peut-être que la personne peut utiliser la ligne d'intervention téléphonique. Est-ce que vous avez le numéro de cette ligne-là? C'est 1-866-277-3553. Bon, ça fait que là, on se met bien d'accord avec ça. Là, si une personne est dépressive, ça va pas bien, a des intentions de suicide, c'est 1-866-277-3553. Là, elle va avoir de l'aide, cette personne-là. De l'aide, exactement. Oui. Puis, si elle appelle à 339-3356, vous allez quand même pouvoir la référer, vous allez pouvoir lui parler aussi, vous ne la laisserez pas tomber, c'est sûr. Non, c'est sûr qu'elle va avoir le soutien et le support dont elle a besoin. C'est sûr que ça va être assuré, ça. Donc, lorsque l'on parle, et la question que je vous posais était si c'était vraiment essentiel dans une communauté, oui. Oui, c'est essentiel dans notre communauté parce que c'est sûr que c'est important que la population soit informée, sensibilisée, puis éduquée à l'importance de la prévention du suicide. Vous savez qu'actuellement, le taux de suicide est quand même assez élevé en Abitibi-Ouest. Oui, de 2003 à 2007, il y a eu 28 suicides qui se sont passés, mais seulement qu'en Abitibi-Ouest. Vous avez eu 25 hommes qui sont décédés par suicide, puis 3 femmes qui sont décédées par suicide. D'où l'importance d'être formé, d'avoir des connaissances au niveau de la prévention suicide pour être en mesure d'aider une personne qui en a besoin dans l'entourage. Parce que quand on regarde ça ici, là, Mme Gagnon, là, des fois on se dit, chez nous, non, il n'y en a pas, ça n'existe pas, on n'en entend pas parler, mais lorsque l'on sort des chiffres dans le secteur, ici on a secteur Lasserre qui couvre Abitibi-Ouest, à ce moment-là, que sur une population approximative en 2007 de 21 026 personnes, on parle de 28 décès, c'est quand même beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais je vous dirais qu'il semblerait qu'il y aurait des tendances à la baisse au niveau du suicide. On suit la tendance provinciale. Si vous regardez les totaux que j'ai placés dans le fond pour l'année 2003, 2004, 2005, 2006 pour l'Abitibi-Témiscamingue, ça semble être à la baisse. Que quand on regarde l'année 2003, mais ça fait rien que 7 ans passés quand même, ce n'est pas, même on peut dire 6 ans parce qu'on débute 2010, il y en a eu 42 dans l'Abitibi-Témiscamingue versus 24 en 2007. Donc, ça veut dire que... Ça fluctue aussi, parce que si vous regardez en 2004, il y en avait eu 23. Oui. Mais apparemment que
En tout cas, au niveau de la recherche, il semblerait que dans les dernières années, les 3 ou 4 dernières années, ça veut dire qu'il y en a qui sont un petit peu plus loin. Ça veut dire qu'ils sont capables de répertorier le nombre de suicides, mettons, en 2007, 2008, 2009. Il y a eu une baisse de suicides, là. Ça suit la tendance provinciale aussi. OK. Moi, là, si je vous demandais, c'est quoi le but principal ou la mission? La mission de l'organisme, on est un organisme à but non lucratif qui a pour but d'agir sur la problématique du suicide en offrant diverses activités et services, puis aussi favoriser l'appropriation de la prévention du suicide dans la communauté. Comme je vous disais tantôt, c'est très important que chacun ait des connaissances au niveau de la prévention du suicide pour être en mesure, si jamais ça l'arrive, de pouvoir aider la personne puis s'assurer que la personne a les ressources, l'orienter vers les ressources afin de prévenir davantage. C'est ça qu'il y a, c'est que c'est sûr que un suicide puis un décès naturel, je sais pas, peut-être que je me trompe, là, vous me corrigerez si je me trompe. D'après moi, il y a une énorme différence. Ce que je peux vous dire... C'est la mort quand même, oui. Mais c'est de la manière dont c'est arrivé. Une personne se donne la mort et l'autre, on vient chercher la vie de quelqu'un par la maladie ou par un accident ou quelque chose de même. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence, une énorme différence entre les deux décès? Ce que je peux vous dire, c'est qu'un deuil, que ce soit par suicide deuil, ou que ce soit naturel, c'est vraiment des épreuves difficiles à traverser. Ça, sur quoi que je peux peut-être vous dire un petit peu la différence entre les deux, en tout cas au niveau du suicide, c'est que souvent, chez les endeuillés par suicide, ils vont nier que c'est un suicide. Puis souvent, ils vont chercher un coupable, une cause, puis ils vont se sentir très coupables de ne pas avoir agi. Ils vont sentir qu'ils n'ont pas agi, qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont pas rien vu, qu'ils n'ont pas décelé. Puis en plus de tout ça, c'est que la communauté juge sévèrement les endeuillés par suicide, ce qui a pour effet de les isoler. Puis il y a aussi l'aspect... comment que je pourrais dire, l'aspect que si la personne a une crédibilité, la personne qui s'est enlevée la vie a une crédibilité importante au niveau des membres de la famille. Ça peut avoir pour effet, par exemple, que pour les personnes qui sont vulnérables, ils voient le suicide comme étant un moyen de mettre fin à la souffrance, puis ils peuvent des fois imiter le geste de la personne. Ça peut en emmener d'autres. C'est ça. Fait que les personnes, les endeuillés, vont rester avec une certaine appréhension de ça. Puis souvent, quand on dit, ben, tu sais, dans une famille, il est en arrivé 2, 3, là, on pense à l'hérédité. Le suicide, c'est pas héréditaire. C'est par comportement appris ou accepté. Fait que c'est important, comme je vous dis, au niveau du mandat de prévention du suicide, de démystifier puis de dire, écoutez, là, la banalisation puis l'acceptation du suicide. Mais il y a une chose que vous avez dit qui m'a frappé, Mme Gagnon, c'est que chez une personne qui se suicide, ce qui reste, la famille, le jugement. Ah, beaucoup de jugement à ce niveau-là, puis ça l'isole vraiment. C'est ça qui fait que les endeuillés par suicide sont comme... Ils peuvent pas parler de leur deuil. Il y a des gens, là, ils se sentent pas à l'aise d'en parler, puis les gens les questionneront pas non plus, comment ça va, puis, tu sais, c'est pas la même dynamique suite à un deuil par suicide. Puis vous m'avez dit aussi la responsabilité. On se sent responsable face à un suicide. On se sent responsable, mais sauf qu'à la fin, tu sais, au bout de... En tout cas, ça dépend des personnes, comment ils perçoivent le geste, mais sauf qu'ils finissent par donner un sens à la perte. Puis ils acceptent de ne pas avoir pu agir pour prévenir la mort. Ça, ils finissent par l'accepter généralement. Si je vous demandais un laps de temps, ça peut être quoi? Ce n'est pas pareil pour chacune des personnes? Oui, c'est différent pour chacune des personnes. Je pourrais vous dire que quand on a, en tout cas, des commentaires des personnes endeuillées par suicide, ça peut prendre entre 2 et 5 ans. Vous avez des personnes où c'est que ça peut être plus long, que le deuil, des fois, a besoin, que la personne a besoin de consulter.
pour être capable de régler des choses. Se sentir coupable, c'est le regret de ne pas avoir pu détecter quelque chose chez la personne. C'est de se sentir coupable de « j'aurais donc dû »,« je ne l'ai pas vu venir »,« pourquoi que c'est arrivé ». Ce sont toutes des questions que l'on se pose après, mais qu'on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Est-ce que c'est ça qui est vraiment difficile? C'est de ne pas avoir de réponse à nos questions. Bien, c'est sûr que la personne, elle va faire un cheminement dans ça, mais c'est certain qu'elle n'aura pas de réponse parce que la personne est partie avec ses réponses. C'est ça, exactement. Tu sais, à part que quand il y a un suicide puis que la personne laisse une lettre. Voilà, expliquant que, OK. Probablement que ça peut aider, là. Est-ce que ça peut aider, je vais aller loin, là. Est-ce que ça peut aider à accepter Je vous dirais accepter le... Ou la rendre moins difficile? Je vous dirais accepter... Je ne suis pas sûre que les endeuillés par suicide finissent par accepter le suicide. Je peux pas vous... Parce qu'accepter, ça voudrait dire à ce moment-là, tu sais, qu'on l'accepte, qu'on dit, ben c'est correct qu'il l'ait fait, là. OK. Je suis pas sûre. Tu sais, ils sont obligés de vivre avec. On ne peut pas aller si loin que ça, c'est ça. C'est ça. Ils sont obligés de vivre avec ça. Et le temps amoindrit peut-être un petit peu. Bien, je pense que comme tout deuil, normalement, si la personne a un bon environnement, si elle réussit à quelque part à en parler, des fois en écrivant dans un journal ou en écrivant, elle a peut-être un confident, la personne aussi. Okay. Il y a de multiples facteurs qui peuvent aider la personne à s'en sortir aussi. Il y aura, Mme Gagnon, un conférencier de marque le 23 février prochain, si vous nous en parliez. Il s'agit étant donné justement qu'on a de la difficulté à former des groupes d'endeuillés par suicide, suite à des commentaires, ils nous disent souvent qu'ils veulent, le milieu est pas grand, puis qu'ils veulent comme pas échanger, ils se sentent pas à l'aise d'échanger. Bien, cette année, on a décidé d'offrir une conférence avec M. Jean Montbourquet. Sur le deuil. Puis M. Jean Montbourquet, c'est un monsieur qui est professeur à l'Université d'Ottawa. Il est prêtre et psychologue. OK. Il a écrit de nombreux livres, dont les plus célèbres « Aimer, perdre et grandir »,« Comment pardonner »,« Apprivoiser son ombre »,« À chacun sa mission »,« De l'estime de soi à l'estime du soi ». OK. Puis, il y a une dame qui va l'accompagner, qui est Mme Isabelle Dapremont, qui est conseillère en relations d'aide, animatrice et conférencière, qui va l'accompagner, qui va co-animer la conférence. C'est le 23 février prochain. C'est à quel endroit? C'est au Villa Mon-Repos, okay. au 2e étage. OK. Dans les salles de conférence en haut. En terminant, Mme Gagnon, pour rejoindre de l'aide avant de poser le geste qui pourrait être fatal, qu'est-ce que vous auriez à dire? Bien, on espère que vous allez contacter les centres de prévention suicide ou la ligne d'intervention téléphonique. Puis si jamais que les personnes vont vraiment pas bien, puis qui ont des idées suicidaires, puis qui auraient besoin de consulter, de pas se sentir mal à l'aise par rapport à se présenter au CLSC ou à l'urgence, puis demander du support à ce niveau-là. Alors, le numéro à composer pour la ligne intervention suicide? C'est 1-866-277-3553. Puis surtout, on pourrait dire, ne pas hésiter. Ne pas hésiter. Pas attendre que le... Ne pas attendre la dernière minute. La dernière minute, exactement. Parce qu'on a... Je ne sais pas, là, c'est une question de même. On ne doit certainement pas se lever un matin et dire c'est aujourd'hui. Moi, je fais ça aujourd'hui. Ça vient de longue haleine. Oui, c'est long. C'est long. Madame Gagnon, merci infiniment. Puis, je vous souhaite bon succès avec le Centre de prévention suicide et félicitations pour le beau travail que vous faites. C'est très important. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
Est-ce que vous avez choisi votre résolution pour 2010? Même si on est en début du mois de février, on peut en choisir. On n'est pas obligé de dire le 1er janvier, on va prendre des résolutions. On peut les prendre en février également. Alors, le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales présente 7 ateliers pour les personnes désireuses de cesser l'usage du tabac. Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, M. Tommy Lapointe, kinésiologue. M. Tommy, bonsoir. Bonjour, M. Lacaze. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Lapointe, parce que quand on dit arrêter de fumer, c'est pas facile. J'en suis un qui a déjà fumé, puis qui a arrêté de fumer, ça va faire bientôt 20 ans. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, moi, j'aimerais ça que vous m'expliquiez le rôle d'un kinésiologue. C'est quoi sa fonction exactement pour bien situer les gens? En fait, un kinésiologue, c'est un spécialiste de l'activité physique. OK. Donc, par le biais là, de la promotion des saines habitudes de vie, c'est-à-dire du 0,5-30, donc zéro tabac, bien sûr. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Exactement. Quand on va parler là, plus tard dans l'émission, qu'est-ce que le 0,5-30? On va revenir sur ça. Tout à fait. 5 portions de fruits et légumes par jour également et 30 minutes d'exercice. Ce sont les saines habitudes de vie à adopter pour, si on veut, rester en santé, avoir une belle qualité de vie. Donc, le kinésiologue, ce qu'il va faire, c'est des interventions auprès des personnes pour, si on veut, changer ces habitudes de vie-là, que ce soit par la prescription d'exercice ou par l'accompagnement dans ces différentes habitudes de vie-là. Monsieur Lapointe, il va y avoir 7 ateliers. Au moment où l'on se parle, où l'émission va être diffusée, il va peut-être en avoir une ou deux ateliers qui vont être débutés, mais quand même, c'est très important de le dire. Bon, cesser de fumer, je sais qu'on va... Il y a des personnes, des fois, qui nous disent « Ah non, regarde, je ne pourrais jamais arrêter de fumer. Je me vois pas sans une cigarette. » Si on parlait de réduction de la consommation de tabac, est-ce qu'il y a une différence entre on réduit la consommation ou bien non, on arrête de fumer? Est-ce que réduire, c'est peut-être un diachylon sur une jambe de bois? Je sais pas. C'est qu'il faut faire, si on veut, un bémol avec tout ça. C'est qu'il y a des personnes qui désirent arrêter maintenant, puis que le fait de réduire la cigarette, ça va les faire souffrir un petit peu plus, ou ils n'aiment pas ce principe-là. À ce moment-là, bien, on va leur proposer des moyens ou des trucs pour y arriver, pour, si on veut, en finir le plus rapidement possible. Alors que pour certains, bon, ça va faire partie du processus d'arrêt, c'est-à-dire en réduisant la consommation de tabac, on va diminuer la dépendance qui est physique, OK? Et à ce moment-là, ça va être plus facile pour ces personnes-là d'arrêter. Donc, on peut, si on veut, là, adapter là, notre intervention en fonction là, de la clientèle qu'on en face. C'est une manière d'arrêter de fumer. Effectivement, oui. Quand on parle de réduire la consommation de tabac, moi, je me souviens très bien, il y a peut-être une vingtaine d'années passées, sinon plus, il y avait une espèce de petit programme qui disait, si vous voulez y aller étape par étape pour cesser de fumer, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais j'aimerais avoir votre opinion sur ça. Les gens disaient, bon, à partir de 8 heures du matin, avant 8 heures, tu ne fumes pas. Le lendemain, à partir de 9 heures du matin, tu peux fumer toute la journée. En y allant étape par étape, on peut y aller semaine par semaine ou journée par journée. On tasse d'1 heure tout le temps. Alors, on est rendu que on peut fumer à partir de midi, aller jusqu'au soir. Alors ça, c'est à partir de 13 heures, à partir de 14 heures. Et de même, on en vient peut-être à cesser complètement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais j'aimerais avoir votre opinion sur ça. Eh bien, ce qu'on a, on a, si on veut, un calendrier de diminution graduelle de la consommation de cigarettes qui ressemble un petit peu à ça, sauf que ce qu'on a pu voir avec les recherches, c'est qu'aujourd'hui, la dernière cigarette à éliminer, surtout quand la dépendance physique est très élevée chez un fumeur, c'est celle du matin. Pourquoi? Parce que généralement, le fumeur va prendre sa dernière cigarette avant de se coucher le matin et au lever, OK, si bien sûr il ne s'est pas levé durant la nuit pour fumer, le taux de nicotine est au plus bas. Donc le corps va lui en réclamer. Donc c'est pour ça qu'on va éliminer la dernière cigarette, celle du matin. Ah, OK. Parce que je ne sais pas si vous avez, vous, déjà fumé, mais
moi, comme je le disais tantôt, j'ai été un fumeur, pas un gros fumeur, mais quand même, un fumeur qui fumait peut-être 15 cigarettes par jour. Puis très souvent, dans un bureau, je travaillais dans un bureau, donc bien souvent, elle est dans le cendrier, puis bon, elle brûle seulement. Peu importe, j'étais un fumeur. Puis, il y a de ça près de 20 ans, je n'ai jamais fumé depuis ce temps-là. Mais ceux qui disent que c'est facile d'arrêter de fumer, là, moi, j'en suis une preuve vivante que c'est pas facile d'arrêter de fumer. Vous avez effectivement raison. Je suis pas un ancien fumeur, mais on a été formé, si on veut venir en aide aux fumeurs qui désirent arrêter de fumer. C'est effectivement pas facile. Ah, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce qu'en fait, on a 4 grandes dépendances au niveau du tabac. On a la dépendance qui est physique, c'est-à-dire que le corps a besoin de la nicotine qui est procurée par la cigarette. On a la dépendance aussi psychologique, c'est-à-dire que la cigarette va nous permettre de nous désennuyer, OK? De passer à travers des situations qui sont stressantes, de nous procurer une sensation de bien-être. On a la dépendance qui est comportementale. Si je prends votre exemple du paquet de cigarettes sur le bureau, c'est pas parce que vous n'avez besoin que votre taux de nicotine est au plus bas, mais c'est parce que c'est un geste qui était instinctif, qui était associé habitude, exactement. Donc, on parlait de, si on veut, dépendance comportementale ou habituelle. Et il y a bien sûr la dépendance sociale, où est-ce qu'on va fumer entre amis, avec une bière, etc. Oui, exactement. Parce que plus souvent qu'autrement, moi, c'était mon cas, puis j'ai pas peur d'en parler, pas du tout. Puis je pense que c'est le cas de plusieurs. Après avoir mangé, on dit que c'est bon, une cigarette. Mais de là, aller prendre une cigarette, c'est rendu un geste habituel. C'est une routine. C'est donc dire que si on fume deux cigarettes après avoir mangé, la troisième, un petit peu après, elle ne devrait pas être là parce que là, notre système a reçu sa part de nicotine avec 2 cigarettes presque tout de suite après avoir mangé. Donc là, ça devient un geste instinctif, ça devient une routine. Je prends une cigarette, j'ai même pas envie de fumer. Oui, absolument. Puis même, je vous dirais que la deuxième est de trop parce qu'en l'espace de 7 secondes, la nicotine est rendue au cerveau. Donc, le besoin devrait être comblé. 7 secondes? 7 secondes. Oh mon Dieu Seigneur. Okay. La nicotine est rendue au cerveau. Monsieur Lapointe, c'est quoi qui peut motiver une personne à arrêter de fumer? Bien, premièrement, la motivation est propre à chaque personne. Ça peut être pour des raisons de santé, ça peut être pour des raisons familiales. Si je prends un exemple d'un papa de famille qui vient d'apprendre que sa conjointe est enceinte et que quand même il y a des petits-enfants à la maison. Ça peut être aussi pour, si on veut, parce que la personne est tannée d'avoir cette habitude-là, elle trouve que ça coûte cher. Donc, il y a comme plusieurs raisons. Plusieurs facteurs qui rentrent en absolument. ligne de compte. Puis c'est propre à la personne. OK. Parce que moi, j'ai arrêté de fumer plusieurs fois, mais j'arrêtais pour les autres. OK, oui. Ça, je pense que c'est un facteur là, qui est vraiment essentiel, puis on peut en parler. Je disais, je vais arrêter parce qu'un tel, lui, il a arrêté, moi aussi, je vais arrêter. Puis ça, là, ça marchait pas, moi. Moi, le jour où j'ai vraiment arrêté de fumer, là, c'est quand je me sentais plus bien du tout. Je manquais de souffle. Je partais du sous-sol chez nous, je montais en haut, puis j'étais arrangé de là, j'ai dit non, là, il faut que je fasse ça. Donc, je l'ai fait pour moi. Est-ce que c'est un facteur qui est important de le faire pour soi? C'est le facteur majeur, je pense. Okay. Il faut pas le faire pour les autres, il faut le faire premièrement pour soi. OK? Puis c'est ça qui va nous permettre d'être motivés puis de résister aux envies de fumer parce qu'on sait très bien que c'est pas facile. Ah non, mais c'est pas facile. Non, puis parce que des fois, on a entendu, c'est la première semaine qui est la plus difficile. Après ça, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Moi, là, et je suis très honnête en vous disant ceci, là, que moi, ça m'a pris 6 mois. 6 mois avant de dire, bon, là, je pense que je vais y arriver. Oui. Je suis dedans. Mais avant 6 mois, j'ai donc eu de la misère terrible. Vous avez tout à fait raison, M. Lacasse, parce que en fait, au Centre d'abandon du tabac, qui, si on veut, est basé au Centre de santé des services sociaux des Aurores boréales, on suit les patients sur une période d'1 an parce qu'on sait très bien que si on réussit à résister à une envie de fumer, OK, pendant 1 an, à ce moment-là, on a beaucoup plus de chances de réussir, OK? Mais on sait très bien que la rechute est assez courante, que ce soit pour la prise de poids, que ce soit pour, si on veut, les symptômes de sevrage. Je pense que toutes les petites raisons sont bonnes peut-être pour recommencer à fumer. Puis ça, je dis ça
J'en veux pas du tout là, aux personnes qui fument. Là. Regarde, ça, c'est un choix personnel et je respecte ce choix-là. Puis j'ai été très longtemps, moi, à fumer. Puis on m'a respecté la même chose durant ce temps-là. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire. Puis dans les conseils qu'on nous a donnés, moi, quand j'ai arrêté de fumer, c'était de boire beaucoup d'eau. Effectivement, il y a boire beaucoup d'eau. C'est si on veut, briser les associations qu'il peut y avoir entre la cigarette et, si on veut, le café, la bière. C'est de changer nos routines. Oui, c'est de se voir comme étant non-fumeur également. C'est d'utiliser, ça peut être le bâton de cannelle au lieu d'être une cigarette, ça peut être un cure-dent, ça peut être une paille, ça peut être de mâcher de la gomme. Il y a des thérapies de remplacement de la nicotine quand la dépendance est très élevée, ça l'aide beaucoup aussi à résister aux envies de fumer. Puis Dieu sait, aujourd'hui, c'est si on est rendu sévère sur ça, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut plus fumer. Oui. Donc, il faut aller fumer dehors. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. Mais dans ce temps-là, quand moi j'ai arrêté, on pouvait fumer n'importe où. Alors, c'était beaucoup plus difficile d'arrêter de fumer. Puis aujourd'hui, bien là, c'est sûr, il y a des barrières partout pour ça. Puis ça devient, pour le fumeur, très difficile. Effectivement, oui, vous avez raison. Puis, moi, oui, allez-y. C'est justement pas facile pour ça parce que des fois, ils se sentent un petit peu mis à part puis catalogués. Donc, c'est pour ça qu'il faut, si on veut, là, les accompagner dans ce processus-là parce que c'est pas facile. Et que le temps passe vite, M. Lapointe. La gestion du stress. Oui. Si on en parlait un peu, ça, c'est pas... La cigarette, c'est sûr que ça l'aide beaucoup à diminuer le stress, OK? Puis, c'est un des facteurs majeurs qui pousse les personnes à fumer, c'est que ça leur permet de se détendre, de procurer une sensation de bien-être. On va en parler durant l'atelier, mais c'est propre à chaque personne. Okay. C'est assez dur à contrôler, OK? Donc, il faut, si on veut, se recentraliser sur sa personne, se parler intérieurement, puis c'est avec des petits moyens comme ça qu'on va réussir à... Puis, je pense, M. Lapointe, que la question, c'est la question du poids. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent du poids quand ils arrêtent de fumer. Oui, je pense qu'il faut en parler justement parce que c'est un des facteurs qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui recommencent à fumer, c'est la prise de poids. Mais il faut savoir que, règle générale, on va prendre de 2 à 4 kilos en arrêtant de fumer. Okay. En moyenne, OK? Ce sont rares les personnes qui vont prendre plus de 10 kilos. Mais pour que ce soit aussi néfaste que de continuer à fumer, savez-vous combien de livres qu'il faudrait prendre? On parle de 100 à 125 livres pour que ce soit aussi néfaste que de continuer à arrêter de fumer. Fait qu'on prend pas ça. Exactement. Pas ça du Effectivement, ça va être rare les personnes qui vont le prendre. Fait que dans les 7 ateliers, on en a touché 4, mais il y a aussi les effets du sevrage, l'affirmation de soi, le maintien de la décision en contexte social, qui sont aussi ces 7 ateliers. Il reste à peine 1 minute, M. Lapointe, si on parlait très brièvement du 0,530. OK, bien, comme je l'ai dit tantôt, le 0,530, bien, ça commence par la réduction du tabac ou l'absence du tabac. C'est aussi le fait de manger 5 portions de fruits et légumes par jour qui est très important et de faire 30 minutes d'exercice à tous les jours. Et tout ça ensemble va nous permettre de maintenir une bonne qualité de vie, de diminuer nos risques de maladie. Puis à ce moment-là, bien, ça va nous permettre d'être plus autonome puis d'être plus en forme. Et quand on parle de 30 minutes d'activité physique, c'est pas nécessaire d'aller au gym, là, juste prendre une bonne marche ou des choses de même. Vous avez tout à fait raison. C'est pas nécessaire de suer à grosses gouttes, OK? Après souper ou encore sur l'heure du midi ou quand on a le temps, eh bien, ça peut être un petit bloc de 15 minutes, on s'en va marcher. Puis on recommence là, après avoir soupé, puis on va accumuler durant notre journée notre 30 minutes, si on veut. Alors, M. Lapointe, merci infiniment. Puis c'est les 7 ateliers qui ont débuté le 20 janvier dernier et qui vont se poursuivre, tout ça en collaboration avec le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. M. Lapointe, merci infiniment. C'était très intéressant. Bien, merci beaucoup, M. Lacasse. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.